faut rappeler, puisque l'EPITA a commencé à travailler très tôt sur l'intelligence artificielle, que les premiers travaux portaient sur des systèmes experts, des systèmes à base de connaissances, où on n'utilisait pas ou peu d'apprentissage. C'est venu après. Il y a eu, et c'est ce qui a certainement révolutionné l'intelligence artificielle, les travaux sur l'apprentissage machine supervisé. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend des exemples qu'on catégorise et on essaye d'extraire la substantifique moelle de ces exemples. Donc c'est un reflet du savoir humain. Par exemple, moi j'ai fait des exposés chez des dermatologues, on prend des photos de grains de beauté, et puis il y a un dermatologue qui dit « Ah ben tiens, celui-là il est bénin, celui-là il est malin ». Et à partir de ça, on obtient un système qui fait un diagnostic de la bénignité ou de la malignité du grain de beauté meilleur que 60, on avait comparé avec 60 dermatologues, on obtient donc quelque chose d'extrêmement impressionnant. Mais bien sûr, cela dépend des exemples que l'on donne à la machine. Et si on a des mauvais médecins, on aura un mauvais diagnostic. Alors, ce que vous dites là pose plusieurs questions. Il y a ce qu'on appelle les drones autonomes ou les SALA, les systèmes d'arleto autonomes, sur lesquels on a eu beaucoup d'inquiétudes, mais qui, lorsqu'on regarde de près, n'ont pas de réalité tangible. En revanche, il y a ce qu'on appelle les drones, c'est-à-dire des outils télécommandés qui posent tout un tas de problèmes juridiques sur l'engagement, etc. Et puis, il y a d'autres usages de l'intelligence artificielle. On a des acteurs privés qui deviennent plus puissants que les États et qui peuvent jouer un rôle plus important. Je vais vous donner un exemple précis pour que vous compreniez bien. Lors de la guerre en Ukraine, un grand acteur américain, Clearview, a mis à disposition des Ukrainiens les technologies qu'ils développaient, et en particulier de la reconnaissance faciale. Ils disent on va pouvoir identifier les espions russes automatiquement. Et puis, une fois qu'on a arrêté quelqu'un, on va pouvoir diffuser l'information sur son arrestation de façon à un peu l'humilier sur les réseaux sociaux. Et puis, quand on trouve des soldats morts, on peut les identifier et là encore, diffuser l'information à sa famille et à ses amis pour atteindre le moral des Russes. Vous voyez, ce sont des nouvelles façons de faire la guerre avec de nouveaux outils qui sont tout à fait déconcertants et qui posent des problèmes éthiques majeures. Lorsque j'ai dit qu'on travaille sur l'éthique computationnelle, c'est-à-dire la modélisation de raisonnement éthique à l'aide des machines, on essaye de prendre un peu au pied de la lettre les projets d'Asimov pour avoir des dispositifs qui sont en mesure de rajouter des prescriptions aux machines. Vous avez évoqué l'IA générative, et bien sûr ça pose des questions indéniables. Il se trouve aujourd'hui par exemple que vous avez des dispositifs qui sont capables avec des gros modèles de langage de générer des textes. Et ce que j'ai appris, et ça c'est ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est qu'une grande partie des articles scientifiques aujourd'hui soumis par des chercheurs sont écrits par ce qu'on appelle des usines à papier, paper mills en anglais, qui génèrent automatiquement les textes. Ça sont des questions importantes. De même sur l'œuvre artistique, c'est bien sûr celui qui a programmé la machine qui lui-même est l'auteur de l'œuvre d'art, même s'il n'a pas peint lui-même le tableau, c'est l'auteur de l'œuvre d'art. D'abord, il y a le fait que la machine a été programmée à l'aide d'énormément de tableaux, etc. Et donc c'est ça aussi qui fait partie de l'œuvre artistique. Et puis peut-être qu'il y a aussi le fait que ce soit une machine programmée, et donc que ça ait joué. Le processus de création intervient dans l'aspect esthétique de l'œuvre d'art.